Est-ce que vous croyez qu'il peut exister une critique qui soit juste, par exemple? Même personnel, et les critiques, justement, moi je comprends très bien ça, sont toujours personnelles en général. Je veux dire, quand ils pensent du mal de quelque chose, ils cherchent à faire du mal à la. Parce que quand on est critique, c'est un mouvement d'humeur, comme ça, le lendemain c'est passé, on pense autre chose. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast d'Hétérotopie. Je suis actuellement accompagné de des rédacteurs, à savoir Nicolas Garcia. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Anthony Morera. Bonjour Anthony. Bonjour. Et je suis Jean-Baptiste Navarrete. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui vient de sortir au cinéma, Le Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh. Histoire donc tirée du roman d'Agatha Christie de 34. Et Sidney Lumet en a fait une première version en 1974. Cette nouvelle version nous est signée Kenneth Branagh. On va faire un petit tour de table rapide pour avoir vos deux avis. En commençant par toi, Anthony. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? C'est un film assez surprenant, enfin dans ce contexte du. Alors le film est pas que américain, il me semble, parce que j'ai vu qu'il y avait de la production britannique, Oui, Malte même, il y a même Malte qui est Branagh présent est britannique, sur ce donc film. Euh, donc voilà un semi-blockbuster un peu étrange, puisque ça a l'air d'être un film anachronique. Ça veut dire qu'il a dans sa mise en scène et disons dans son approche très classique de son sujet, on a l'impression qu'il est en rupture avec tous les films du même acabit qui gravitent autour. Et c'est un film c'est quelque chose d'assez salvateur dans ce contexte et qui est voilà, un film assez agréable à regarder. D'accord, merci Anthony. Et donc du coup, Nicolas, donc qu'est-ce que tu as pensé de ce film? oui, donc je suis en gros du même avis qu'Anthony. Je rajouterais quand même que c'est un film. Alors le fait que que la Fox le produise, ça vient pas de nulle part. Comme tu l'as dit, c'est un film archi anachronique. Mais pour moi, dans le bon sens du terme. Mhm. C'est-à-dire que un film comme ça qui sort il y a 20 ans, c'est à peine un bon film, on va dire. Un film qui sort aujourd'hui, c'est un film qui fait du bien. Ça change de voir ça. La Fox et ses productions un brin réac, on va dire, habituellement, euh, nous offrent ça et ça fait vraiment du bien. Euh, le film est doux. Alors, Mhm. la bande-annonce ne le laisse absolument pas prévoir, mais je vous conseille, le film est d'une douceur infinie. Le regard porté sur les personnages, tout est, c'est un gros nuage en guimauve, c'est assez impressionnant. Et le film, et pour vous mettre dans le contexte, on vient de parler Star Wars, le film est bien monté, bien réalisé. Il est enfin, bien, je dis pas que c'est le meilleur film de tous les temps, mais il est bien monté, bien réalisé, et ça fait vraiment plaisir. Donc, avis très positif pour ce film et assez réparateur par rapport à Star Wars. Avis très positif par rapport justement oui à Star Wars et puis c'est un petit peu dangereux on va dire que ce film est complètement donc sort en même temps que Star Wars, du coup je pense que les chiffres dans les salles vont se faire clairement ressentir, donc c'est intéressant d'avoir votre point de vue positif sur ce film. Donc oui Nicolas, tout à l'heure tu parlais de la notion d'anachronisme qui est donc une notion qui plane au-dessus du film apparemment tout du long. Est-ce que tu peux un petit peu plus développer ton point de vue par rapport à cela? Oui, bah, c'est simplement la manière de réaliser ce film, donc la manière de le découper, la manière de le réaliser, qui est digne d'un cinéma très classique. On est vraiment au summum du cinéma classique avec toutes les tares que ça pose, hein. Donc, anachronique, c'est dans ma bouche pas un point forcément positif. La question, le fait qu'on en voit peu des films comme ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, mais c'est pas forcément positif. Cependant, ça a toutes les qualités du cinéma classique, c'est-à-dire un découpage absolument parfait dans le sens où il y a rien qui sort. C'est très compact, tout est, le découpage
est très lisible. Voilà, le cinéma classique, c'est quand même sa principale qualité, c'est que le découpage est absolument lisible et la manière de monter et la manière dont les personnages sont vus également. C'est intéressant cette idée de mise en scène très précise et ça se voit sur certaines scènes qui sont bizarrement filmées, qui sont filmées en plongée zénitale et on se demande pourquoi là où justement on n'est pas dans une mise en scène tape à l'œil mais dans une mise en scène qui est juste pour la lisibilité de l'action, pourquoi on a ce type de plan? Et c'est simplement parce que l'interaction des personnages fait que la meilleure façon de filmer cette scène, c'est de la filmer en plongée zénitale. Oui, c'est Et ça. il n'y a pas d'autre justification Non. à ce type de plan. Donc une mise en scène vraiment au service Voilà. de la Donc compréhension. vraiment et- au sens classique. Et Donc oui, c'est ça, purement classique. La lisibilité du film, le fait de comprendre, de comprendre, ne serait-ce qu'un dialogue. Parce que des chants contre chants, il y en a un, et il est pas très bon. Oui, En avec gros, Johnny Depp. c'est le plan effectivement entre Johnny Depp et Kenneth Branagh. Et ensuite, les astuces de mise en scène, les astuces de découpage font que le film est lisible sans être lourd. Donc, pour moi, c'est parfait. Ça manque tellement Un au cinéma Iñárritu, en américain. gros, si on veut. Ah oui, alors complètement. Voilà. Pour le coup, c'est un bon doigt d'honneur à Iñárritu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin Explique-toi. il y a pas besoin de ton plan séquence de 25 minutes pour nous expliquer que les personnages se tapent dessus Pourtant, il y et a que des je plans suis séquences un dans le bon film. metteur en Il y a scène. des plans séquences dans le film. Il y en a, mais en fait, ils sont doux. Tout est doux. C'est vraiment un nuage, ce film. C'est-à-dire que le plan séquence ne va pas être une démonstration de force. Ouais, ouais. On ne voit, à moins d'avoir un œil avisé, on ne voit pas le découpage. Alors que pourtant, prendre plan par plan, effectivement, les plans zénithaux et les plans séquences, c'est tape à l'œil. Mais dans la continuité du film, on les voit pas. Et la mise en scène des personnages est également assez et efficace, d'une efficacité sans nom. C'est-à-dire que Daisy Ridley joue. Et ça, quand même, c'est assez étonnant, hein, parce que c'est pas le point, c'est quand même pas le point principal de Star Wars, le jeu de Daisy Ridley. Hein, elle est très, alors la mise en scène, heureusement, est au service de son personnage. Elle n'a pas besoin d'en faire des caisses au niveau de son jeu, mais là, elle joue et elle joue plutôt bien. Je sais pas si tu en as pensé. Faut se rappeler que Sidney Lumet a lui-même fait une première adaptation du film que je n'ai pas vu, mais ce qui est intéressant, c'est que Sidney Lumet a écrit un livre qui s'appelle Faire un film, je crois, C'est ça. et on a l'impression que Kenneth Branagh reprend mot pour mot, en tout cas adapte les préceptes de Lumet dans son film. Cette idée que que le film est au sujet de sa mise en scène, que la mise en scène est au service de l'histoire en gros, et que voilà, cette conception. Lumet a fait des films, fait des films depuis les années 50, il me semble. Donc on a vraiment on vient à cet anachronisme de mise en scène. de mise en scène et que et ce qui est intéressant, c'est que quand on dit au service de son sujet, c'est que non seulement, c'est une mise en scène classique, mais qui est aussi en rapport avec la vision du monde du personnage principal qui est Hercule Poirot, qui voit le monde comme une succession, comme une vision géométrique du monde, que le monde est une succession de points d'équilibre, à chaque fois qu'il parle avec un personnage qui a une cravate un peu de travers, il la remet, il lui dit remettez votre cravate parce que c'est un personnage qui ne voit le monde que le monde est une succession d'imperfection du coup, et la mise en scène est effectivement contre ça. Et que voilà, cette vision mathématique en fait, elle se retrouve dans le découpage classique qui était aussi, si on prend par exemple les films de Fritz Lang qui sont évidemment, qui sont des films évidemment supérieurs à celui-ci, mais qui ont cette même idée d'une vision mathématique. Faut se rappeler que Fritz Lang a une formation d'architecte et qu'il y avait cette idée que la mise en scène, c'est la mathématique. Bizarrement, les films de Fritz Lang sont supérieurs, justement parce qu'il lâche un peu ce côté trop mathématique pour avoir, il est créateur de forme, ce que n'est pas Kenneth Branagh, il faut pas non plus... Mais c'est vrai que pour le coup, Kenneth Branagh, comme tu disais, dans l'idée d'un cinéma classique façon Sidney Lumet, il y a on peut pas pousser l'idée plus loin.
Ensuite, il y a les acteurs. Alors pour moi, c'est un des meilleurs. Hercule Poirot, je n'aime pas Hercule Poirot. Le personnage me gonfle. À l'image, à l'écran, le personnage me gonfle parce que dans les livres, il est énervant. Du coup, à l'image, forcément, t'as quelqu'un d'énervant. Et encore une fois, je retombe sur la douceur du film. Le personnage joué par Kenneth Branagh est enfin, il a les problèmes mentaux d'Hercule Poirot, on va dire. À qui on ajoute Enfin, il me semble que c'est l'idée d'un traumatisme n'est pas présent dans le Non, roman. non, L'idée qu'il a, il y a pas. où il a Oui. cette petite photo avec un amour perdu, enfin, cette idée que, enfin, on rajoute on rajoute du trauma, on rajoute de l'humain sur un personnage qui est en gros, enfin, une pure figure mathématique. Et ça, c'est. Qui est C'est ça, déshumanisé dans le roman. voilà, Très, ouais. très beau passage. Alors, encore une fois, d'un anachronisme fou, parce que les moments où il regarde cette photo, on est quasiment sur Ouais. le théâtre, hein, mais ça fonctionne, et je pense que c'est parce que le film est allé au bout de son idée. Et du coup, le meilleur Hercule Poirot, depuis. Parce que, bon, voilà, par Depuis rapport 1934. à celui de la série télé qui est vraiment mauvais, Ah oui. Kenneth Branagh a réussi à te sortir un accent belge qui est impressionnant, Oui, alors que oui, oui, lui-même a un accent britannique qui est surmarqué. Je vous renvoie à Harry Potter 2. Tout est parfait, c'est un bon acteur, Kenneth Branagh, c'est ça le pire. Oui, il est... La moustache est incroyable. Voilà, justement, le Moustache culte de hallucinant. la moustache aussi dans ce film. Alors, la moustache du personnage d'Hercule Poirot dans le crime d'Orient Express est tellement supérieure à tout ce qui s'est fait niveau moustache d'Hercule Poirot que rien que ça mérite quelques mots quand même. Allez voir pour ça, allez voir pour cette moustache. Mais, disons, enfin, le volet Hercule Poirot, c'est vraiment le point fort du film, mais disons que le point faible, c'est le côté film d'enquête, parce que c'est quand même le gros du scénario, c'est un film d'enquête, c'est Hercule Poirot, donc plus grand enquêteur du monde, il se revendique comme tel, qui va décrypter un ensemble de signes qui vont amener une révélation, bon, film d'enquête classique, mais qui, du coup, là, on en attend un peu plus, peut-être. On est, même cette idée qu'il y aurait les flashbacks sont en noir et blanc, donc là, on est presque dans de l'académisme, une représentation assez académique du flashback. Ouais, en gros, c'est ce que faisaient les films contre le nouvel Hollywood dans les années 70. Oui, En voilà. gros, hein, Donc, c'est vraiment un académisme pur qui est contre contre une nouvelle idée du cinéma. Voilà. Voilà. Qui va créer, enfin, en gros, qui va créer presque artificiellement, disons, le traumatisme qui est sous-jacent de tout ça et qui va amener au décryptage du traumatisme. Disons qu'il y a je pense que c'est vraiment la limite du film. C'est bon, on se dit, pour quelqu'un qui a lu le roman, il n'y a pas de plus-value sur la question de l'enquête, en fait. Ah oui, mais de toute façon, l'enquête, et je pense que c'est peut-être le seul, la seule fois où Branagh change un peu de direction par rapport à sa direction absolument parfaite d'un film classique. C'est-à-dire que il s'est dit, l'enquête n'est pas importante, je vais leur donner la solution rapidement, parce que on comprend, enfin, dans la mise en scène, on comprend très vite. Il y a pas tellement de suspense, à moins de ne pas voir le film, Oui. de ne pas voir De ne pas connaître l'histoire, pas connaître l'histoire, par le roman ou la version de Lumet. Et là, il sort un peu de ça. Voilà, il se dit, je vais tenter un truc, je vais faire mon pur exercice de style, et l'enquête, on s'en fiche. Justement, de ce que vous dites depuis tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas ici dans ce film-là, dans cet exemple-là, dans un retour à la simplicité en termes de réalisation, d'une extrême simplicité, qui ne se veut pas du tout novatrice ou qui ne cherche pas à faire quelque chose de grandiloquent, de presque prétentieux dans la recherche. C'est un film à Oscar, quoi. Voilà, et dans l'idée. Est-ce qu'on serait pas dans ce retour à la simplicité qui permettrait juste de montrer ici que on a l'exemple d'un réalisateur qui a une idée conçue de son film et qui l'achemine vraiment jusqu'au bout dans la vision et dans ce qu'il souhaitait en faire vraiment en tant que Je sais pas si tu appelles simplicité parce que c'est quand même un découpage costaud. Non, j'appelle simplicité dans le sens de l'ambition, on va dire, à ne pas s'éparpiller dans des choses qui pourraient
enfin, je vais pas dire mal faire, mais qui gérerait pas aussi bien que s'il le faisait de manière très, quand tu parlais Il tient son film, d'académisme ouais. tout à l'heure, voilà, il le tient. Il tient son film, effectivement, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas une ambition. Il est même d'une linéarité extrême. Ouais. On prend le motif du train, qui est le motif classique par excellence. On suit littéralement un chemin de fer, enfin quelque chose qui est tracé. Et l'enquête commence au moment où le train s'arrête. Donc l'idée que, une fois que le mouvement du train s'arrête, on commence à pouvoir décrypter les signes du meurtre. Et ça, c'est. Là encore, c'est pas du tout des motifs modernes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, Attends, un autre temps. non, mais le dénouement, il se fait, enfin, c'est la scène, hein. Et oui, Euh, ouais, c'est et elle est c'est la hyper- scène avec le Christ, il y a toute la famille, les 12, hyper théâtrale, ils sont hyper là, théâtrale. il arrive, il dit 3 mots dans sa barbe, il s'avance, je sais pas si c'est une pièce de théâtre, mais en tout cas, c'est un opéra, quoi. C'est vraiment cette idée de revenir au pur cinéma classique. Dire qu'il n'y a rien qui dépasse à ce point, peut-être pas à l'avalanche, je l'ai trouvé par exemple peut-être un peu too much. Ah, Il- Ouais, c'est Ils auraient pu l'Amérique dire il y a eu qui une fait ça. avalanche si vraiment il avait voulu continuer dans ce truc. Il y a eu une avalanche, les gars, ils auraient mis de la neige dans le train et L'audio c'était bon. description du film. Mais sinon, bah, le film, il est... Oui, il est simple, ouais. Le film m'a fait penser à un autre film classique des années 30 qui est Une femme disparaît de Hitchcock, qui se passe aussi dans un train et où, là il n'est plus question de meurtre, mais tout d'un coup il y a un personnage qui disparaît. Et en gros, toute la question, enfin, pendant tout le film, on va essayer de découvrir pourquoi cette femme a disparu. Bon, je vais pas épiloguer sur le film, mais enfin, pour dire que l'idée aussi, tu disais Nicolas en off que la guerre était hors champ. Dans le film d'Hitchcock, c'est la même chose, et que c'est l'idée que ces personnages sont dans un train, donc ils sont coupés du monde, et que disons que on est même, enfin c'est un film historique, enfin entre guillemets, c'est un film qui se passe dans les années 30, donc il y a une distance au niveau du style, il y a aussi une distance au niveau historique. Le film ne parle pas d'aujourd'hui. Enfin, Ah non, le film littéralement. ne parle pas d'aujourd'hui, le film parle d'un événement qui a eu qui aurait eu un impact, je suis pas spécialiste, mais qui aurait eu un grand impact sur les gens, en gros. Mhm. Mais qui aurait eu un impact sur les personnages, j'entends évidemment. Mhm. Mais cet impact est dans cette communauté en fait. Parce que Ouais. pour le coup, c'est une pure communauté. Crime de l'Orient Express, ça se base sur le fait que c'est une communauté vengeresse avec Hercule Poirot au milieu. Bah que Mm. tout C'est ce que tout. tout ce qu'Hercule Poirot fait, c'est en fait relier tous les personnages et se rend compte qu'en fait le traumatisme il est pas enfin c'est pas quelque chose c'est quelque chose de collectif au final, il décrypte pas tant des signes de mise en scène que des liens qui existent entre les personnages, et C'est ça. c'est la révélation C'est finale. presque dans l'idée principale de 12 hommes en colère, si on reprend un peu dans ce principe-là. Oui, bah, Finir à l'allumette. disons Ouais. disons que c'était l'histoire parfaite pour, encore une fois, que rien ne dépasse. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse dans le meurtre, il n'y a rien qui dépasse nulle part. Il n'y a que Hercule Poirot qui est là, mais qui lui-même devient complice, en fait. Donc qui lui-même intègre la communauté. Mais qui est un... Puisqu'à la fin, il ne livre pas les personnages. Et d'ailleurs, c'est très beau parce que souvent, en fait, on le voit quand il traverse le wagon et qu'il y a tous les personnages dans le wagon, la caméra adopte le point de vue d'Hercule Poirot et balaye comme ça, Oui. comme si en fait il était à la fois la caméra, parce que bah, littéralement il balaye il balaye le train pour trouver des indices, mais en même temps il fait partie de ce wagon. Donc il y a c'est aussi un parcours moral, disons, qu'Hercule Poirot fait presque l'expérience du déséquilibre humain, et qui met à mal toute son idée son idée géométrique du monde, qui est le monde n'est pas binaire, il est plus complexe, et on a l'impression et cette révélation, elle est assez émouvante. Bon, il y a grande musique lyrique au moment de la révélation, et tout à coup c'est Marrant, pas tant... d'ailleurs, le message son, entre parenthèses, Oui, parce que elle est un peu décalée quand même. Je sais pas si tu as remarqué, c'est-à-dire qu'il y a une grande musique lyrique, et ensuite ça coupe, et ça reprend à la fin du dénouement. Du coup, il y a quelque chose de... Ouais, c'est assez... On a l'impression que particulier. ce qui l'intéresse, c'est pas tant le traumatisme, parce qu'au final, le traumatisme est passé. C'est vraiment en fait ce personnage d'enquêteur qui est vraiment le moteur du film. Et d'ailleurs, il y a des éléments de mise en scène comme ça qui sont assez ingénieux
y en a un par exemple, un plan séquence où Hercule Poirot monte dans le train et il rencontre cette femme donc, on apprend qui est la grand-mère, je crois, de Oui. la fille qui a été assassinée. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la caméra, elle fait un plan séquence, mais en dehors du train. Ça veut dire Mm. que c'est un travelling latéral qui balaye le train comme ça, mais Hercule Poirot est avec cette femme à l'intérieur, comme si en fait le regard d'Hercule Poirot, il était extérieur au train, et qu'en fait la question du secret, la question du traumatisme, elle était à l'intérieur du train. Donc le fait que le point de vue soit hors du train fait que la machination qui va se mettre en place, elle est hors d'atteinte pour Hercule Poirot, et que en fait il ne peut pas encore décrypter le meurtre. Enfin, il peut pas prévenir le meurtre, il peut pas encore décrypter les liens qui existent. euh, et il y a aussi une autre scène, bon là qui est un peu plus appuyée en termes de mise en scène, c'est le moment où tous les personnages passent à travers un espèce de miroir qui les décompose pour dire en gros, bon, tous les personnages sont doubles, mais ce qui est très beau à la fin, c'est qu'on découvre qu'ils sont pas tant doubles, qu'ils sont qu'en fait, un seul, et une entité. qu'on figure même une rupture on parle de rupture de l'âme dans le film, et que l'idée, c'est pas des personnages qui sont doubles dans le sens espionnage, ils auraient une double face, mais des personnages qui sont brisés en fait, des Cassés, personnages qui ouais. sont cassés comme les personnages de Shyamalan en gros, et que la mise en scène vient appuyer cette rupture, et qui est du coup plus chargée d'affect, on va dire, qu'une simple question Pour le coup, ça d'espionnage. c'est la narration de base, ouais, effectivement, Ouais. mais qui est bien servi par la mise en scène. Mais tu parlais de Shyamalan, oui. Est-ce que Shyamalan pourrait faire un jour le crime de Orient Express? Non. Non. Mais si, je pense, parce que disons que c'est la question de la communauté Il aurait pas brisée. fait, Hein, ouais, mais il aurait pas fait. Shyamalan aurait mis le traumatisme plus au centre, disons. Parce qu'enfin, il non, aurait mais mis l'enquêteur. sur l'histoire de base, Ouais, c'est une communauté brisée. Mais il aurait c'est juste ça. il aurait mis l'enquêteur plus au cœur du traumatisme, Shyamalan. Oui, C'est la et différence. Et il aurait été traumatisé, l'enquêteur. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit que rien ne dépasse. C'est-à-dire que Ouais. c'est classique parce que Poirot, il y a rien qui comment dire, il y a rien qui est autre que le personnage de Poirot existant en fait. Et à part le jeu de Kenneth Branagh qui est assez bon à mon avis. Qui est précis et virtuose. Donc au niveau esthétique général du film, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter au niveau de ce point de vue esthétique du film? Tu parlais tout à l'heure de musique, de mixage en tout cas. On pourrait parler aussi d'image. L'image, ouais. Bah, l'image est belle. Bizarrement, je m'attendais pas à ça. On en a pas mal. En fait, il y a comment dire, il y a des plans qui sont les plans extérieurs. Il y en a certains qui sont vraiment splendides. Alors, je sais pas s'ils sont compensés au numérique. En tout cas, si c'est le cas, ils sont réussis. Si, je pense voilà, j'allais justement y venir, la place du numérique en fait à travers ce film-là. Ah, mais il y en a, ça c'est sûr. Le film est compensé au numérique. Après, il y a notamment des plans, le dernier plan là quand il part dans la neige et que la caméra panote sur un coucher de soleil. Je pense que ce plan est compensé au numérique, mais il est splendide. Et il repart en plus littéralement. l'idée qui repart pour une nouvelle aventure, et qu'en fait, malgré le fait que sa vision du monde ait changé, c'est toujours un personnage qui a une qui va vers la résolution du chaos dans le monde, et que voilà, il va c'est son et justement Anthony, comme tu dis, il part vers une nouvelle aventure pardon, et c'est justement la Fox qui prévoit, je crois, hein, si en tout cas c'est vrai, si cette information est vraie, de continuer avec potentiellement une production d'une suite sur Mort sur le Nil, toujours d'Agatha Christie. Peut-être la réalisation de Kenneth Branagh, je sais pas, en tout cas j'ai pas la source sûre, mais donc en tout cas oui, ça pourrait effectivement faire aussi référence au fait que ce personnage va vers de nouvelles aventures, comme quoi c'est pas fini, que ça risque de fonctionner en fait, de reprendre ces... Il faudra... Ça reste une anomalie. Oui, complètement. Mais il va falloir que Branagh adapte son style à ce qui n'est pas un train. Parce que là, ce qui fonctionne, c'est que rien ne dépasse, parce que c'est dans un foutu train. Il est circonscrit à un espace qui peut... Si Branagh fait le film suivant, il va bien falloir qu'il étudie les films, le cinéma classique américain d'espace. Parce que là, ce ne sera pas la même question. Il le connaît certainement. Mais en tout cas, je serais ravi de voir Kenneth Branagh à nouveau en Hercule Poirot, même si c'est pas lui à la réalisation d'ailleurs. Je serais ravi qu'il joue dedans, parce que
il y a un acteur que j'adore et qui a joué plus ou moins un rôle miroir et qui a fait 2 épisodes, c'est Robert Downey Jr. avec Sherlock Holmes. Et Oui. sauf que les Sherlock Holmes sont un assez vulgaire, Ouais. 2 assez moche. Bah, pour le coup, Mais par contre c'est drôle. Voilà, c'est assez Parfois moche. c'est drôle. Sherlock Holmes, c'est l'opposé en termes de style, c'est vraiment Complètement. l'opposé total au Crime de l'Orient Express. hein, C'est avec des espèces de plans ralentis, des ralentis très esthétisés. vulgaire. Très Moi, tape à l'œil. j'appelle ça vulgaire. Ouais. Oui, oui. C'est vraiment et je serais content de voir de voir effectivement un deuxième. Il le mérite en tout cas. Le premier mérite. S'il y a bien un film qui mérite une suite en ce moment, c'est celui-là. Déjà parce que des films anachroniques comme ça, il y en a pas. Donc ça me ferait plaisir d'en voir un autre. Et parce que juste la performance de l'Hercule Poirot est très bien. Voilà. Donc un C'est film ça. en tout cas qui est sorti donc sur les écrans face à Star Wars, donc ça représente quand même un bel obstacle pour ce film, mais qui toutefois a su respecter cette sobriété qui vous a touché en tout cas, Anthony et Nicolas. On va conclure ici, je pense, pour ce podcast sur Le Crime de l'Orient Express, réalisé par donc Kenneth Branagh, tiré de l'histoire d'Agatha Christie. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas ou même si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à réagir, à commenter, à le partager, à le publier. Vous pouvez nous retrouver sur Hétérotopie sur Facebook en tapant donc juste Hétérotopie ou bien sur notre site internet hétérotopie.net où toutes nos critiques sont publiées régulièrement et tenues propres par notre rédaction. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Au revoir et à bientôt. Salut. Au revoir.